Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4064, les matières résiduelles. Aujourd'hui, on est en écotoxicologie, mais plus précisément, on va parler des contaminants et des impacts que ça a sur nos écosystèmes. L'idée de la capsule qui est vraiment importante aujourd'hui, c'est pas seulement de voir c'est quoi nos types de contaminants, mais aussi voir l'impact que ça a avec l'image complète de l'impact. Donc de voir vraiment pardonnez-moi l'anglicisme, le big picture, l'image complète. Donc ce qu'on va voir ici, c'est nos différents contaminants et nos différents types de contamination, les conséquences que ça amène et aussi les solutions qu'on peut y apporter. Au niveau des causes, ce qu'il faut comprendre au niveau de nos causes, c'est qu'en fait, il y a deux éléments qui font partie de nos causes. Le premier, c'est la source de contamination. Donc, notre source de contamination, c'est le secteur d'où vient notre contaminant. Est-ce que ça vient du secteur minier? Est-ce que ça vient du secteur agricole, du secteur industriel, ou du traitement des matières résiduelles, ou du traitement des eaux usées? Donc, ça fait partie de notre problème. Le deuxième élément, c'est l'agent responsable. Donc, on parle de quoi quand on parle de l'agent responsable? On parle de la substance concernée. Est-ce que c'est E. coli? Est-ce que c'est de l'arsenic, du plomb? Est-ce que c'est du SO2? Est-ce que c'est des NOx? Donc, c'est ça qui va nous concerner lorsqu'on parle de notre agent responsable. Évidemment, notre contaminant va mener à une pollution de l'eau, du sol, de l'air ou de la chaîne alimentaire, et ça va causer des conséquences. Les conséquences, c'est ce qui découle de notre problème. C'est ce qui découle de l'apparition de notre contaminant. Et par la suite, on va voir une série de solutions qui peut régler partiellement ou complètement le problème. Donc, ça peut régler quelques conséquences sans régler toutes les conséquences, ou ça peut régler carrément toutes les conséquences dans certains cas. Donc, commençons par notre première pollution, donc la pollution de l'air. Pour traiter de la pollution de l'air, on va commencer par parler des causes et plus précisément des sources de contamination. Donc, vous vous souvenez, les sources de contamination, ce sont les milieux d'où viennent notre contamination. On a principalement deux milieux qui vont nous intéresser. Le premier, je l'appelle domestique et transport. En fait, c'est tout ce qui vient de nos maisons et aussi de notre transport, que ce soit par autobus, par auto, par avion, par bateau. Évidemment, tout ce qui est combustion de combustible fossile va nous amener du CO2 qui va être émis à l'intérieur de l'atmosphère au niveau de l'agent de contamination. Donc, on parle évidemment de tout ce qui concerne nos transports, mais aussi de tout ce qui concerne nos moyens de chauffage. Donc, que ce soit le chauffage de nos maisons au gaz naturel ou au bois ou aux particules de bois. Aux granules, si vous préférez. Au niveau des particules fines en suspension, eh bien, ça vient principalement de la combustion du bois. Lorsqu'on parle de notre deuxième milieu, qui est le milieu de l'industrie et transport, j'ai ramené l'élément du transport. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a énormément de transport de marchandises qui est fait. Donc, notre transport de marchandises, que ce soit par bateau, par avion ou par camion, va évidemment occasionner une augmentation de notre émission de CO2, de dioxyde de carbone. Nos industries vont également émettre des particules fines en suspension, mais aussi des métaux lourds et certains gaz. Donc les NOx et les SO2, dont on va parler un petit peu plus tard. On a donc vu nos sources d'émissions et là on va étudier quels seront l'impact des agents responsables que nous voyons ici sur l'écran, autrement dit, quelles seront les conséquences de cette contamination. Donc au niveau du dioxyde de carbone, je crois que je vous apprendrai rien en vous disant que c'est un gaz à effet de serre. Et comme c'est un gaz à effet de serre, eh bien ça va contribuer au réchauffement climatique. Les particules fines en suspension et les NOx SO2, en fait, vont contribuer à un phénomène qu'on appelle le smog. Donc là, je vais m'arrêter une seconde pour vous expliquer ce que c'est. Sous certaines conditions météo, l'air va avoir tendance à rester pris au sol, va avoir de la difficulté à s'élever en atmosphère.
Et si elle a de la difficulté à s'élever en atmosphère, eh bien les contaminants vont également avoir de la difficulté à s'élever. C'est ce qui va former une espèce de bulle au niveau principalement des grandes villes. On le voit un petit peu partout, mais on le voit plus au niveau des grandes villes, que ce soit Pékin, Los Angeles, Tokyo ou, plus proche de chez nous, Montréal ou même Québec. On va voir à ce moment-là une espèce de nuage jaunâtre se former autour de la ville. Eh bien, ce sont ces contaminants qui vont rester en basse altitude et qui peuvent causer des problèmes respiratoires. Au niveau autant des particules fines, des métaux et des gaz, eh bien, ils vont se déposer au sol via les pluies. Donc, les pluies vont les rejeter au sol. À ce moment-là, je vais avoir une contamination des sols et des eaux qui vont être causées par justement le fait que ces polluants se retrouvent au sol. Et on va les voir dans les autres types de contamination. Maintenant, mon CO2 et mes particules vont aussi causer un autre phénomène. Donc, quand on parle des gaz et du CO2, ça va aussi causer un autre phénomène qu'on appelle les pluies acides. Donc, c'est une façon de faire déposer les NOx et les SO2 au sol. Et donc, je vais aller encore une fois contaminer les eaux et les sols par les pluies acides. Maintenant, à notre deuxième type de pollution, qui est la pollution des sols. Vous avez remarqué que j'ai travaillé en gris pour l'air, je vais maintenant travailler en vert pour le sol. Donc, regardons d'abord nos sources de contamination. Et notre première source de contamination, c'est encore une fois notre milieu domestique, et plus précisément l'enfouissement de nos déchets. Différents éléments peuvent être émis donc différents agents responsables peuvent être émis par cette source. On parle de phosphate, nitrate et nitrite. Ça, en fait, c'est principalement contenu dans nos engrais qu'on va utiliser pour avoir du beau gazon vert. On peut aussi le retrouver au niveau de nos fosses septiques qui peuvent être mal entretenues ou au niveau de nos eaux usées. Le phosphate, on va aussi le retrouver dans certains produits nettoyants. Maintenant, c'est moins permis, ce qui veut dire que c'est plus rare d'en retrouver sur les tablettes. Par contre, ça existe encore. Au niveau des autres sources de contamination, eh bien, on va avoir des bactéries qui vont être émises par les fosses septiques mal entretenues, encore une fois, principalement. Et on va aussi avoir des métaux lourds qui peuvent être émis. Ça, c'est principalement au niveau de l'enfouissement de nos déchets. Notre deuxième milieu, c'est le secteur agricole. Qui dit secteur agricole dit engrais. Donc, vous vous doutez qu'on va encore une fois retrouver nos nitrates et nos phosphates. Mais on va aussi y rajouter nos pesticides et les insecticides qu'on va utiliser à l'intérieur de nos champs. Et finalement, on va évidemment avoir des bactéries qu'on va retrouver principalement au niveau de l'épandage du fumier. Notre dernier secteur, le secteur industriel et le secteur minier que j'ai combiné ensemble ici parce qu'ils peuvent être facilement combinés ensemble. En fait, l'idée, c'est que les métaux qu'on va soutirer du sol, on va ensuite les amener en industrie. Et donc, on va les utiliser au niveau des industries. Au niveau des contaminants, on a principalement une contamination au niveau des métaux lourds qui peuvent se retrouver à l'intérieur du sol. Au niveau des bactéries, je vais en parler un petit peu plus tard lorsqu'on va parler principalement de la contamination de la chaîne alimentaire et de la contamination de l'eau, d'où la couleur rouge et la couleur bleue de ces deux petites flèches. Donc, concentrons-nous maintenant sur les conséquences que vont avoir ces agents responsables. Donc, en ce qui concerne les phosphates, nitrites et nitrates, eh bien, je vais avoir une contamination des nappes phréatiques et des eaux de ruissellement. On va aussi les avoir au niveau des métaux lourds et des insecticides, mais ils n'auront pas les mêmes conséquences. Quand on parle des insecticides et métaux lourds, eh bien, ils peuvent être absorbés par les plantes et donc peuvent éventuellement aller contaminer la chaîne alimentaire. En contaminant la chaîne alimentaire, eh bien, ça va avoir un impact sur le milieu vivant qu'on va voir un petit peu plus tard.
On avait aussi vu que la contamination de l'air pouvait mener aux pluies acides. Eh bien, quel impact va avoir ces pluies acides sur nos sols? Eh bien, évidemment, ça va changer le pH des sols, ce qui peut avoir un impact sur certaines plantes et sur certains êtres vivants, principalement aquatiques. Au niveau de la pollution de l'eau, eh bien, vous voyez les différents types de contaminants et vous voyez que c'est des contaminants en fait qu'on a déjà vus. Donc, je ne parlerai pas des sources de contaminants, mais je vais bien parler des agents responsables ici et donc des conséquences de ces agents responsables. Au niveau des pluies acides, eh bien, l'impact principal, c'est que ça va changer le pH de l'eau des lacs et des rivières. Au niveau des phosphates et des nitrates, ça va contaminer la nappe phréatique et les eaux de ruissellement. Et, éventuellement, causer des impacts au niveau de l'eutrophisation des lacs. Je ne ferai pas le détail de l'eutrophisation des lacs ici parce que vous l'avez bien vu à l'intérieur du module et je ne veux pas allonger inutilement cette capsule. Mais par contre, ce que je vais pouvoir dire, c'est que la contribution à l'eutrophisation des lacs et le changement de pH de l'eau va mettre certaines espèces en danger et donc va avoir un impact sur le milieu de notre vivant et notre chaîne alimentaire. Au niveau des pesticides, insecticides, métaux lourds, eh bien, ça aussi, ça va aller contaminer ma nappe phréatique et mes eaux de ruissellement. Donc, automatiquement, ça peut mener à deux éléments, soit être absorbé par les plantes ou soit créer un phénomène de bioconcentration. Ce qui veut dire que mes organismes primaires vont absorber ces éléments-là, pas nécessairement par l'alimentation, vont absorber ces contaminants et donc va avoir une accumulation à l'intérieur de l'organisme d'un type de contaminant. Évidemment, qu'on parle de bioconcentration ou du fait qu'il soit absorbé par les plantes, dans les deux cas, eh bien, je vais aller contaminer ma chaîne alimentaire. Et là, vous avez vu que via l'eau, on va avoir énormément de problèmes au niveau de la chaîne alimentaire. C'est ce qu'on a parlé au moment de la dernière diapo. Donc là, on va reprendre les différentes substances et on va regarder quel impact ça peut avoir maintenant sur les êtres vivants et donc éventuellement sur nos écosystèmes. Lorsqu'on parle des pluies acides, eh bien, il y a deux éléments principaux. En acidifiant les lacs et les sols, eh bien, on a vu que ça pouvait causer des problèmes au niveau de certaines plantes. Donc, faire mourir certaines plantes qui sont évidemment une source d'alimentation pour certaines espèces. Le deuxième élément, c'est que ça peut aussi mettre en danger certaines espèces et principalement certaines espèces marines au niveau animal. Pourquoi? Eh bien, ça ramollit les carapaces. Donc, comme on va avoir un ramollissement des carapaces, automatiquement, on met certaines espèces en danger parce qu'ils sont moins bien défendus contre les prédateurs et donc, ça va avoir un impact sur notre chaîne alimentaire. Au niveau des bactéries, pesticides, insecticides et métaux lourds qu'on va retrouver dans l'eau, eh bien, ils peuvent être responsables de maladies. Et quand on parle de maladies, on parle de maladies au sens large. Ce qui veut dire, je peux parler de malformation, je peux parler de maladies causées par des bactéries, mais je peux aussi causer de torts génétiques. Tout ça, évidemment, met en danger certaines espèces et une mise en danger de certaines espèces influence automatiquement notre chaîne alimentaire parce que c'est la source de nourriture ici qui va être problématique. Au niveau des métaux lourds, il y a un autre élément qui peut être traité. Et évidemment, j'en ai parlé un petit peu au niveau de la bioconcentration tantôt, mais cet élément-là va causer aussi une bioaccumulation. Ce qui veut dire que l'organisme n'est pas capable d'excréter ou d'éliminer, si on veut, un contaminant. Le fait que ça arrive, surtout au niveau des organismes primaires, autrement dit, des producteurs, des plantes. Donc, le fait que ces plantes-là ne soient pas capables d'éliminer le contaminant, on a dit que ça contaminait la chaîne alimentaire. Pourquoi? Eh bien, parce qu'un animal va manger beaucoup de plantes. Et un prédateur, donc un plus gros animal, va manger beaucoup de proies, de plus petits animaux. Ce que ça fait, ça, c'est qu'à chaque niveau trophique, on va avoir une augmentation de la concentration des contaminants.
Et comme l'homme est au bout d'à peu près chaque chaîne alimentaire parce qu'on mange à peu près de tout, eh bien, ce que ça va faire, c'est que pour nous, ça peut avoir un impact vraiment néfaste au niveau de ce qu'on appelle la bioamplification. Et évidemment, une mise en danger d'espèce veut dire une perturbation de la chaîne alimentaire. Et pour bien pouvoir comprendre les solutions qu'on va apporter, on va faire un petit résumé ici de la situation. En fait, tout dépend de nos besoins. Et pour satisfaire nos besoins, la première chose, il faut aller retirer notre matière première. Et la matière première vient principalement des mines, qui vont alimenter nos industries. Mais souvent, les industries ne produiront pas les biens directement. Ils vont produire de la matière. Donc, autrement dit, ils vont produire quoi? Du coton, ils vont produire du plastique, ils vont produire des lingots de métaux en traitant des métaux. Et donc, par le transport, ils vont retourner à des nouvelles usines qui, elles, vont fabriquer nos biens de consommation. Et cette chaîne-là, entre transport et usine, peut être long. Parce que, par exemple, pour un téléphone cellulaire, eh bien, je vais avoir le boîtier, je vais avoir les différentes composantes qui vont être formées et qui vont retourner toujours en industrie. Donc, cette boucle-là peut être très longue avant de finalement avoir un transport, encore une fois, qui va nous mener à notre maison, à notre domicile. Évidemment, au niveau agricole, je vais également avoir un transport pour pouvoir nous amener à notre domicile. Donc, pour pouvoir, évidemment, s'alimenter. Notre maison a également des besoins énergétiques qui vont devenir, elle aussi, une source de contamination. Autrement dit, qu'on parle du chauffage ou qu'on parle de nos besoins en électricité et en énergie. Au niveau de nos transports aussi. Et ces besoins-là, eh bien, quand on n'en a plus besoin, autrement dit, quand nos appareils deviennent cassés ou périmés, ou par exemple au niveau de tout l'emballage de nos produits, eh bien, on va retrouver ça dans nos sites d'enfouissement par la suite. Donc, on va retourner ça au site d'enfouissement. On a également quelques autres sources au niveau de notre vie quotidienne. Donc, par exemple, on peut parler des eaux usées, des feux de foyer ou de l'usage d'engrais. Et il y en a plein d'autres que j'aurais pu dicter ici. Donc, vous voyez que tout est dicté par nos besoins, en fait. Parce que si nos besoins ne sont pas là, eh bien, les industries ne sont pas là. Et si les industries ne sont pas là, la contamination n'est pas là. Si nos besoins ne sont pas là, peut-être qu'on a moins besoin de transport. Eh bien, à ce moment-là, moins de transport égale moins de contamination. Et c'est dans ce sens-là qu'on va aller lorsqu'on va parler des solutions. On a vu nos différents agents responsables et là, on passe en mode solution. Autrement dit, comment on peut retirer ces agents responsables. Et vous allez voir que certaines solutions ne sont pas complètes, elles sont partielles. Autrement dit, je ne vais pas régler toutes les conséquences, je vais juste en régler une partie. Donc, notre dioxyde de carbone, évidemment, le dioxyde de carbone, la principale source, c'est nos transports. Donc, si on réduit nos transports, on réduit notre dioxyde de carbone. Comment fait-on pour réduire nos transports? Premier élément, utiliser le transport en commun, le covoiturage ou le vélo. Donc, on a à ce moment-là moins de transport, donc moins d'émissions de CO2. On peut aussi réduire l'usage d'hydrocarbures et pour le réduire, on peut penser à nos moyens de chauffage de nos maisons évidemment, mais on peut aussi penser à acheter des véhicules électriques ou hybrides qui vont réduire l'émission de CO2. On peut aussi penser, par exemple, à changer notre façon de produire notre électricité. Ici au Québec, on est chanceux, on a beaucoup d'hydroélectricité, donc on a peu d'émissions de CO2 à l'intérieur de ces milieux. Mais dans certains pays, où est-ce qu'on a plus d'émissions de CO2, aux États-Unis par exemple, où est-ce qu'ils ont encore plusieurs centrales thermiques, eh bien les centrales thermiques vont émettre des CO2, c'est de la combustion d'hydrocarbures qui produit leur électricité. On peut aussi penser à l'achat local. Évidemment, acheter local, ça veut dire éviter le transport de marchandises. Et là, on pense évidemment aux aliments, mais on ne pense pas juste aux aliments. Je vous donne un exemple. Un téléphone cellulaire. Un téléphone cellulaire, c'est un boîtier et ses différentes composantes électroniques qui sont souvent faites dans plusieurs pays, à plusieurs endroits, et dont les matériaux de construction, donc les métaux et compagnie, viennent aussi de différents endroits. Donc, le transport causé par un simple téléphone cellulaire est monstrueux.
Même chose au niveau de nos tissus, en fait. Donc, tout ce qui est la production manufacturière de tissus et de textiles, eh bien, on a souvent beaucoup de transport qui est associé à ça, et donc beaucoup d'émissions de CO2. Au niveau des particules fines, on a principalement deux sources de ça. On parlait de la combustion de bois et on parle aussi de filtrer les rejets gazeux des usines, donc tout ce qui concerne les industries. Quand on parle de la combustion du bois, le bois comme tel, c'est une source. Sauf que c'est encore pire lorsqu'on se met à brûler n'importe quoi dans nos foyers. Donc, lorsqu'on brûle du bois traité, par exemple, ou lorsqu'on brûle du bois avec de la peinture dessus, ou, encore pire, lorsqu'on commence à brûler des déchets comme des résidus plastiques et compagnie, eh bien là, c'est sûr qu'on va avoir des émissions de gaz et de particules fines à l'intérieur de notre atmosphère. Au niveau des métaux lourds, eh bien, le premier élément, c'est la phytorémédiation. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, on va utiliser des plantes qu'on va faire pousser. Et on a certaines plantes qui ont plus tendance à absorber les métaux lourds. Donc, on va les utiliser. On va faire une culture sur les sols contaminés. Ça va donc absorber nos métaux lourds. Et après, on va récupérer ces plantes-là pour en disposer de façon responsable. Et donc, on a décontaminé notre sol. C'est donc une méthode qui est utilisée. On peut aussi filtrer les rejets gazeux et aqueux des usines et évidemment arrêter la culture sur les sols contaminés. Arrêter la culture sur les sols contaminés, c'est pas magique. Le sol reste contaminé. Mais au moins, ça règle une partie du problème, soit tout ce qui concerne la bioaccumulation. Au niveau des gaz, on peut utiliser des procédés moins polluants, évidemment, mais lorsqu'on parle de ce type de gaz-là, on parle spécialement des plus acides. Donc, comment on fait pour désacidifier nos sols et nos lacs? Eh bien, on peut utiliser de la chaux ou d'autres bases pour neutraliser les sols ou les lacs. Et on peut aussi utiliser l'effet tampon naturel des sols, autrement dit, faire des cultures sur des sols plus argileux, comme on a à profusion en Montérégie. Donc, ce que ça donne ça, c'est que les sols argileux ont un meilleur effet tampon, ce qui veut dire qu'il va y avoir moins d'impact des pluies acides sur ces sols-là. Donc, il va y avoir moins de variations de pH. Au niveau des bactéries, on pense évidemment à tout ce qui concerne nos eaux usées. Donc, si on est capable de traiter adéquatement nos eaux usées et d'entretenir nos fosses septiques, on va régler une grande partie du problème. Au niveau des pesticides, évidemment, en utiliser moins, ça règle en partie le problème. Mais comment on peut en utiliser moins sans avoir un impact sur la production? Un des éléments, et c'est utilisé à profusion dans les milieux agricoles, c'est de cultiver des plantes qui sont résistantes aux envahisseurs, que ce soit les maladies ou que ce soit les insectes. Et j'ai nommé les OGM. Donc, c'est une façon d'étendre moins de pesticides. La deuxième façon, c'est d'avoir une rotation de culture. Autrement dit, de ne pas toujours cultiver la même chose, de ne pas procéder à une monoculture. Donc, autrement dit, on va avoir moins de prolifération de certains insectes envahisseurs si on a plusieurs cultures, donc potentiellement des cultures qui n'intéressent pas les insectes envahisseurs. On va aussi éviter, en faisant de la monoculture, on va aussi éviter d'appauvrir nos sols et donc d'affaiblir nos plantes, de les rendre plus vulnérables et on va éviter l'utilisation d'engrais aussi en faisant ça. Éviter les engrais chimiques, évidemment. Planter des arbres autour des cours d'eau, donc pour s'assurer d'aller chercher tout ce qui va être véhiculé par les eaux de surface, donc les eaux de ruissellement. Nos arbres vont absorber justement ces nitrates, phosphates-là pour leur propre croissance et ça va éviter que ça se ramasse dans l'eau. Donc, ça évite l'eutrophisation des lacs. Et aérer les lacs. Donc, autrement dit, retirer les algues et les sédiments et les aérer pour s'assurer justement d'éviter l'eutrophisation des lacs. Et la solution à toutes les solutions, autrement dit, celle qui englobe toutes, c'est de réduire nos besoins. On l'a vu, il y a beaucoup de pression qui est faite sur les milieux industriels, le milieu des transports, le secteur minier, le secteur agricole, qui est en fait une pression due au fait qu'on a énormément de besoins. Si on réduit nos besoins, ben tous ces secteurs-là n'ont pas à assouvir ces besoins-là. Donc, comment on fait pour réduire nos besoins?
Au niveau agricole, ben, on peut réduire le gaspillage alimentaire, éviter de jeter de la nourriture, donc mieux planifier nos éléments pour ne pas jeter de la nourriture. On peut aussi encourager la production potagère. La production potagère est une excellente façon, une façon simple et en plus une façon agréable de réduire notre empreinte écologique. Pourquoi? Ben, d'abord, on n'a pas besoin de mettre de l'engrais sur une monoculture de gazon vert. À la place, on fait un beau potager qui va produire des aliments, qui va réduire notre facture d'épicerie et qui, à la fois, va aider à utiliser des sols, donc réduire notre empreinte écologique. Autre élément intéressant, cette rotation de culture-là à l'intérieur de nos champs, à l'intérieur de notre potager, eh bien, on peut l'alimenter grâce à du compost, qui va évidemment réduire la quantité de déchets qu'on va produire. Ensuite, on peut parler de réduire le transport. Évidemment, la production potagère permet de réduire le transport, mais aussi de favoriser l'achat local. Donc, tout ce qui est achat local veut dire moins de transport et donc moins d'émissions de dioxyde de carbone. On peut réduire la production manufacturière. Et comment on fait ça? Eh bien, principalement en utilisant deux méthodes, combattre l'obsolescence programmée et encourager la réparation plutôt que le remplacement. Est-ce qu'on a besoin d'avoir l'appareil qui est le dernier cri, le dernier sorti? Pas toujours. Et on le sait, surtout au niveau de l'électronique, qu'on parle de console de jeu, qu'on parle de téléphone ou qu'on parle d'ordinateur ou qu'on parle de tablette, c'est tous des appareils qui vont avoir une obsolescence au niveau de l'évolution de la technologie. Mais ce que ça fait, c'est qu'on finit par jeter des appareils qui fonctionnent encore et donc qu'on n'a pas besoin de jeter. Est-ce qu'on est toujours obligé d'avoir le dernier sorti? Eh bien non. Si on réduit nos besoins, on est capable de réutiliser au maximum ces appareils-là et donc de réduire notre empreinte écologique au niveau de l'enfouissement de nos déchets et de la production manufacturière nécessaire pour produire ces appareils-là. On peut aussi parler au niveau des modes, qu'on parle de vêtements, qu'on parle de meubles ou qu'on parle d'électroménager. Je m'explique. Quand vous allez changer votre laveuse, eh bien souvent, le vendeur va dire « Oui, mais achetez donc la sécheuse en même temps. » Si votre sécheuse marche encore, c'est pas grave si vos deux appareils sont dépareillés. Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter la sécheuse avec. Si elle marche encore, elle marche encore. Vous en achèterez une quand elle ne marchera plus. L'autre élément, c'est de réparer ces appareils-là. Donc, essayez d'encourager un milieu d'industrie qui peut partir au niveau de la réparation d'objets. Au lieu de toujours remplacer, eh bien de faire réparer. Et d'encourager justement cette réparation-là. Souvent, ça coûte plus cher de réparer que d'en acheter un neuf. C'est pas normal. Donc à ce moment-là, si on encourage la production manufacturière au niveau de la réparation au nom de la production, eh bien on réduit la pression qui est faite sur le secteur minier pour nous retirer notre matière première. J'en ai parlé, réduire la quantité de déchets, que ce soit par le compostage ou par la réparation. On peut aussi réduire le suremballage, spécialement lorsque ce suremballage-là est fait de matière plastique. Et finalement, on peut réutiliser les matériaux en utilisant les éco-centres. Les éco-centres se font un devoir de récupérer spécialement ce qui est électronique, télévision, tout ce qui est métaux. Donc, ils vont toutes réutiliser ces matières-là pour pouvoir en faire des nouveaux objets. Et donc, ça met moins de pression sur notre secteur minier. C'est donc ce qui met fin à cette capsule, je l'avoue un peu longue aujourd'hui, mais c'est important d'être capable de faire le lien entre les différents éléments, les différents contaminants et surtout les différentes conséquences qui découlent de ces contaminations-là et d'en voir les solutions. Vous êtes maintenant les experts, à vous de surpasser le maître et de sauver le monde.